Maîtresse Mo est née au XVIIIe siècle. Alors on n'a pas les dates exactes parce qu'elle est née elle est née en Mandchourie, dans le nord de la Chine. Donc elle est chinoise, mais au sens, elle est mandchoue. Elle a été abandonnée par ses parents, enfin par sa mère, son père ne l'a jamais connue, et elle a été abandonnée sur les pas d'un monastère jésuite, puisqu'il y avait à ce moment-là une assez grosse communauté jésuite en Chine. Elle a été recueillie par les jésuites et qui ont très vite constaté ses capacités mathématiques. Elle est devenue absolument brillante en mathématiques et puis en grandissant, elle a commencé à devenir un peu trop active. Une femme dans un monastère jésuite, elle vivait à côté. Donc elle a été envoyée à Pékin pour aider un jésuite qui était en charge de recalculer en fait d'effectuer les calculs astronomiques pour l'empereur et notamment les calculs de tables d'abac et de tables pour l'empereur. Et Maîtresse Mo a mis tout son talent dans cette tâche et a découvert qu'il y avait un certain nombre d'erreurs, donc les erreurs ont été corrigées. Et à partir de ce moment-là, on a un petit peu perdu sa trace, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a eu accompli sa tâche à la cour de l'empereur à Pékin pour un mathématicien jésuite, elle a disparu, c'est-à-dire qu'elle a entamé le reste de sa vie qui a été une vie d'errance, d'errance et de vagabondage, où elle a enseigné, elle a conseillé, elle a mendié, elle a vécu en offrant, vendant, échangeant son savoir, une sagesse toute personnelle, que ce soit pour le prince ou le gueux, donc un biographe qui s'est intéressé à Maîtresse Mo. Et on trouve, il y a une reconstitution des textes qu'elle a écrits, qu'elle a laissés derrière elle, parfois en paiement, des poèmes qu'elle a laissés derrière elle pour payer sa nuit. C'est donc là-dessus que je travaille pour le prochain livre. Elle a enseigné dans le mouvement, en fait, Maîtresse Mo, c'est-à-dire qu'elle a considéré que dès lors que sa tâche était remplie, il fallait partir. Ce qui en fait, ce qui a été effectivement un personnage, d'où son vagabondage, mais aussi peut-être aussi quelque chose de très très dur dans son rapport. Elle a considéré que l'élève, son élève puisse comprendre une chose était la fin de son enseignement. Mais la question que Maîtresse Mo pose, et la question que d'autres se sont posées, mais c'est est-ce qu'on peut douter de tout ? Voilà, c'est l'enseignement de moi. Et notamment, par exemple, la question que je pose, est-ce que le matin, tu vérifies que tes pieds sont au bout de tes jambes avant de te lever? La réponse est non. Quoique je t'invite à le faire. Et il y avait beaucoup de lépreux à son époque. Il y avait beaucoup de lépreux à l'époque de Maîtresse Mo. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, on arrête de douter et on pose un certain nombre de certitudes. Et il y a des certitudes qui sont comme les axiomes des mathématiques qui participent dès le début à la construction du doute. Le doute naît de la certitude. Et je crois que c'est ce que Maîtresse Mo a voulu enseigner, c'est que le doute naît de la certitude. Alors Grothendieck a enseigné, oui, il a enseigné, l'essentiel de sa carrière a été qu'il n'avait rien à enseigner, puis à un moment donné, il est parti et il a enseigné. Ce serait intéressant de poser la question aux élèves de Grothendieck, ce qu'ils gardent comme souvenir. Il n'y a pas une œuvre majeure mathématique chez Maîtresse Mo qui est avant toute chose une passeuse. Elle passe le concept, elle n'a pas conceptualisé, c'est pas, voilà. Donc elle passe le relais, mais elle ne le fabrique pas. Donc il n'y a pas une œuvre majeure une théorisation, une conceptualisation mathématique comme chez Grothendieck. Mais elle a contribué à ce que passe un certain nombre d'idées. C'est son côté anarchiste aussi qui a contribué à ça. Moi je conserve des mathématiques l'idée que c'est une manière d'envisager le monde qui peut être extrêmement poétique. Alors je te donne un exemple pour être plus clair, c'est un théorème d'algèbre qui dit, si on n'a pas fait d'algèbre à ce niveau-là, qui est un niveau universitaire, ça peut paraître très très surréaliste, et j'adore, et qui dit un corps n'a pas d'idéaux propres. Un corps n'a pas d'idéaux propres.
Moi, j'aime beaucoup cette idée. En oubliant que c'est des maths, j'aime beaucoup l'idée que mon corps n'a pas un idéal propre. Spinoza. On dirait ? Spinoza. Ouais, Spinoza, ouais. Le joueur de foot ? Ce matin, la pièce est sombre. Pense à père dans son village. Prépare-t-il le feu ? Prépare-t-il des fagots de bois ? Silence partout, aucune trace de pas dans la neige. Au centre, il y a le ciel, au bord se trouve la voie, partout. Le sage lève les yeux, il voit l'être et le non-être, et le ciel. Il n'y a pas d'existence absolue, il existe un lieu où l'existant n'est pas. Du bord au centre, une infinité et le vide. Mon ombre et moi sommes trois. Il y a le sceau, la matière forme le vide formé par la matière. Il est difficile de se dire adieu. On dit que la falaise rouge se trouve ici. Regarde. Petite hirondelle, à peine jeune fille. Ses cheveux sont noués ensemble. C'était le 6e mois de l'année. Connaître l'harmonie, savoir la constance, seul le rien pénètre le sans-faille. Découvre en toi le ravin du monde, être le ravin du monde. Apprendre, adhérer au simple. Ouvrir son cœur au vent et à la pluie et aux orages. Le ciel rencontre l'unité, devient clair. La terre rencontre l'unité, devient fertile. La mer rencontre l'unité, devient calme. La forme est égale en tout, rivale en rien. La montagne, le retour. Alors c'est traduit du chinois, donc ça peut paraître toujours un petit peu abscon, parce que c'est une langue, c'est une langue très difficile à traduire, et encore plus quand on parle de poésie.